on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notation arrobas transactionnel de Spring. Qui l'a déjà utilisé? Ok. Qui l'a déjà utilisé en utilisant des paramètres d'isolation et ou de propagation? Il y en a un peu moins. Je m'appelle Benoît Martin, je suis leader technique à Sphère et je viens de Nantes. Et je vais vous présenter comment configurer une transaction Spring pour régler des cas complexes et corriger des anomalies transactionnelles. Théoriquement, vous avez tous vu cette façon de faire, c'est arrobas transactionnel au-dessus d'une méthode. Ça permet de gérer les actions de la méthode. Si une action échoue, la transaction est rollbackée. Si toutes les actions sont au succès, la transaction est committée. Si toutes les méthodes de la classe utilisent la même annotation arrobas transactionnel, on peut factoriser en la mettant au-dessus d'une classe. Je l'ai rarement vu, mais c'est possible. Ça fonctionne pour la plupart des cas. Maintenant, pour quelques cas spécifiques, il va falloir configurer cette annotation, notamment avec le paramètre propagation. La propagation, c'est le comportement d'une méthode transactionnelle depuis une autre méthode transactionnelle. Vous allez principalement l'utiliser lorsque vous allez voir découper votre code en plusieurs bins. Petit exemple, j'ai une méthode mère qui a une transaction. La méthode fille utilise soit la même transaction, soit elle utilise une nouvelle transaction et elle met en attente la transaction courante. Elle peut aussi pas du tout utiliser de transaction, ou au contraire, pas de transaction côté méthode mère. Et du coup, je suis allé vite. Et du coup, ça peut poser un problème côté code parce que la méthode fille attend une transaction. Je vais illustrer cette propagation par une petite démo. Et les cas les plus simples, c'est les cas bancaires. Notamment, un cas vraiment simple, un virement. J'ai une méthode parent qui va gérer le débit et le crédit. Une méthode enfant qui va gérer le débit. Bon, je n'ai pas codé le crédit, mais c'est sur le même principe. Avant ça, je vous partage juste deux petites classes que j'ai créées pour pouvoir loguer des informations. Notamment l'ajout d'un log au début de la méthode transactionnée, indiquant le nom de la transaction. Par défaut, c'est le nom du package, plus le nom de la classe, plus le nom de la méthode. Bon, pour simplifier et pour plus de lisibilité, j'ai juste gardé le nom de la classe et le nom de la méthode. J'ai également rajouté un log à la fin de la méthode transactionnée. Un autre mécanisme de log, ça va me permettre de savoir quand est-ce qu'une transaction est suspendue et quand est-ce qu'elle reprend. Hop. Hop là. Donc, j'ai mon petit bout de code avec ma méthode parent et la propagation required. La propagation required, c'est la propagation par défaut. Donc, j'aurais pu en passer de la spécifier. Cette propagation permet de créer une transaction si elle n'existe pas ou de l'utiliser si elle existe. Donc là, dans ma méthode mère, je vais créer ma propagation et dans ma méthode fille, j'ai également la propagation required, je vais la réutiliser. Hop, je reviens sur mon test. Hop, je suis parti en debug, tant pis. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est le même nom de transaction qui est utilisé pour la méthode mère et pour la méthode fille. Donc c'est la même transaction qui est utilisée. Un autre cas, c'est le request new. Hop. Le request new, je vais garder ma transaction required pour ma méthode mère et je vais changer ici. Hop. Request new. Hop. La request new, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une possibilité de créer une nouvelle transaction tout en suspendant la transaction existante. Donc là, on voit dans les logs que je vais avoir ma transaction mère. Ma transaction mère va être suspendue. Ensuite, il y a ma transaction fille qui va être créée et qui va être utilisée. Une fois que ma transaction fille est terminée, ma transaction mère va reprendre et va se terminer. Dernier cas que je voulais vous montrer, c'est la mandatory, la propagation mandatory. Hop,
la propagation mandatory, en fait, va nécessiter une propagation. Si la propagation, pardon, une transaction. Si une transaction n'existe pas, la propagation mandatory va renvoyer une erreur. Hop, il est là. Bon, en fait, je peux aller directement là. Du coup, je vais commenter ma transaction. Donc, pas de transaction mère. Et côté fille, je vais mettre un mandatory. Hop. Je retourne dans mon test. Et en fait, je vais avoir une erreur qui va me dire que il n'y a pas de transaction qui existe. Du coup, une erreur est générée. Hop. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise une transaction? Une transaction, c'est pour éviter des anomalies transactionnelles. Je vais vous énoncer et décrire les anomalies les plus fréquentes. Le dirty read. Le dirty read, c'est une transaction qui lit des données qui ont été modifiées par une autre transaction non modifiée. Le non-repeatable read, c'est une transaction qui lit une donnée, puis la relit, mais entre-temps, une transaction a modifié cette donnée. Entre les deux lectures, je n'ai pas le même résultat. Le phantom read, c'est une transaction qui lit et qui relie une donnée, un ensemble de données, exemple une liste de produits, et voit des lignes nouvellement ajoutées. Donc, deux lectures, je n'ai pas la même liste. On a aussi des anomalies côté écriture. Donc, le dirty write, une transaction modifie une donnée qui a été modifiée par une autre transaction pas encore validée. Le lost update, ce sont deux transactions qui lisent la même donnée, la modifient, la valident, mais c'est la deuxième modification qui écrasera la première. Et la dernière, c'est le write through. C'est deux transactions qui lisent des données liées, prennent des décisions basées sur ces lectures, puis mettent à jour d'autres données, créant une incohérence logique. Ce n'est pas hyper clair, mais j'ai un test qui va complètement l'expliquer. Pour corriger ces anomalies, il y a le paramètre isolation. L'isolation définit comment les modifications apportées par une transaction sont visibles ou non aux autres transactions qui s'exécutent simultanément. La première isolation, c'est read uncommitted. En fait, il n'y a pas d'isolation. C'est-à-dire qu'une transaction peut lire des données même si elles n'ont pas encore été validées par d'autres transactions. Ça corrige aucun des problèmes, mais c'est très rapide. Le read committed, c'est une transaction peut lire des données déjà validées par d'autres transactions. Ça évite du coup les non-repeatable read et les lost update. Oui. Pardon. Oui, c'est ça. Pardon. Excusez-moi. Ça évite les dirty read et dirty write. Je suis allé trop vite. Le repeatable read, c'est une transaction qui voit toujours les mêmes données. Même si d'autres transactions les modifient ou en ajoutent, c'est là qui évite les non-repeatable read et les lost update. Le dernier niveau d'isolation, c'est le plus strict. C'est les transactions qui sont exécutées comme si elles s'enchaînaient, sans se dérouler les unes après les autres, sans chevauchement. Cette isolation corrige tous les problèmes. Par contre, on voit qu'on perd en performance. L'isolation par défaut. À votre avis, quelle est l'isolation par défaut? Qui pense que c'est les read uncommitted? Qui pense que c'est les read committed? Qui pense que c'est les repeatable read? Qui pense que c'est serializable? Alors en fait, ceux qui ont répondu aux 3 dernières questions, ceux qui ont levé la main aux 3 dernières questions ont raison. Parce que ça dépend de votre base de données. C'est pour ça que de ne pas laisser l'isolation par défaut, si vous changez votre base de données, vous pouvez avoir des effets de bord. Parce que vous n'allez pas avoir la même isolation. Une petite démo. Hop. J'ai perdu ma souris. Yes. Hop. Alors, une petite démo de Dirty Read. Pareil, toujours une histoire de virement, mais c'est entre le compte de la banque et moi. Et je m'attends à avoir un message si mon compte est alimenté pour me dire que l'argent du prêt est débloqué. Si par contre,
il n'est pas alimenté, j'ai un message qui me dit que l'argent n'est pas prêt. Donc j'ai une première partie qui va débiter le compte de la banque, une deuxième partie qui va créditer mon compte, le message où là on va spécifier l'isolation. La isolation, c'est read uncommitted, donc pas d'isolation. Et à la fin, il y a un throw new runtime exception qui va faire un rollback des deux saves. Dans mon test, ce que je veux avoir, c'est, mon compte est à 0. Par contre, j'ai un message qui me dit l'argent du prêt est débloqué. Hop. On va faire le même test, sauf que je vais changer l'isolation de cette méthode-là. Hop, là, ça va aller plus vite. Je vais me mettre là. Je vais mettre en read committed. Je vais jouer le test et je vais avoir le même, toujours mon compte à 0. Et par contre, je vais avoir un message qui me dit que l'argent du prêt n'est pas débloqué. En changeant l'isolation, j'ai changé le comportement de mon application. Le while screw, tout à l'heure je vous expliquais. Alors, on va prendre un cas simple. J'ai deux comptes. Les deux comptes sont alimentés à 1500 €. Je veux faire sur chacun des deux comptes un virement de 1500 € aussi. Sauf que mon PO, il arrive en me disant le solde des deux comptes, il ne doit pas dépasser 5000 €. Donc, j'ai deux threads qui vont simuler mes deux virements. Hop. Je vais récupérer mes deux comptes, je vais faire la somme des soldes plus le montant. Si c'est supérieur à 5000, et du coup j'ai une runtime exception. Sinon, je mets à jour mes comptes. Et j'ai l'isolation qui est read committed. Et en lançant mon test, on va voir que le résultat est à 6000. Donc ma règle de gestion n'est pas respectée. Hop. Dernier cas, pour corriger ça, je vais modifier en passant en serializable. Hop. Et là, on va avoir un résultat à 4500 €, ce qui veut dire que le premier virement est passé, mais le deuxième virement n'est pas passé. Rapidement, quelques anti-patterns. Souvent, j'ai vu des arrobas transactionnels sur une méthode privée ou sur des méthodes, deux méthodes dont la méthode fille était appelée dans le même bin que la méthode mère. Ça ne fonctionne pas, principalement à cause de l'AOP et des proxys. C'est-à-dire que les proxys, les méthodes privées ne sont pas interceptées. Et dans le cas où les deux méthodes sont dans le même bin, la méthode mère appelle la méthode fille, mais grâce à this et pas au proxy. Du coup, le arrobas transactionnel sur méthode privée ou sur méthode fille du même bin, ça ne sert à rien. C'est comme si vous ne mettiez rien. Autre cas, par défaut, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est les runtime exceptions et les erreurs qui permettent de faire des rollbacks. Si vous voulez faire des rollbacks sur d'autres exceptions, il faut utiliser le paramètre rollback for, qui liste les exceptions sur lesquelles vous voulez faire des rollbacks. Il y a le paramètre no rollback for qui fait exactement l'inverse. Si vos transactions sont trop longues, ou si une transaction attend le résultat d'une autre transaction qui attend en retour le résultat de la première transaction, un beau deadlock, là c'est le paramètre timeout qui va être indispensable. Dans la plupart des cas, la notation arrobas transactionnel suffit, mais dans des cas complexes, notamment avec des découpages de code ou pour empêcher les anomalies transactionnelles, il va falloir que vous configuriez cette annotation avec les paramètres dont on vient de voir. Il y a également un dernier paramètre, c'est le read only. Alors, ça permet d'améliorer vos performances si vos actions ne font que des reads. Merci.